Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bel et Bien. Très heureuse de débuter ce week-end en compagnie du dos le plus sculpté de France. J'ai nommé le dos d'Ali Rebéi. Bonjour Agathe. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'avais une question à vous poser. Mon dos, tu l'aimes mon dos? Et ma chute de rein, tu la trouves belle, ma chute de rein? Et mes lombaires, je veux dire la L5, Mais la L3, oui, elles sont belles mes elles lombaires. sont super, Merci Agathe. beaucoup. Parfaite, vous l'avez compris, lombalgie, lumbago, douleur cervicale. On va parler du mal de dos et surtout, on va vous aider à le soulager car le mal de dos, ça se soigne. Et pour vous parler de tous les remèdes anti-mal de dos, la fine équipe de Bel et Bien est là. Notre neuropsy et chercheuse au CNRS, Sylvie Chocron, mais bien sûr aussi nos chroniqueurs, Elsa Wolinski, Stan Gusman et Marie-Treille Stéphanie. Et croyez-moi, alors vraiment, avec tous les exercices qu'on leur a prévus, ils vont en suer ce matin. Oui, on est comme ça. Alors comment soigner le mal de dos? Eh bien, on passe aux exercices pratiques juste après le sommaire. Dans notre magazine Bien-être, nous recevons le kinésithérapeute Monsieur Clavicule pour des exercices pratiques à faire à la maison afin d'apprendre à soulager sa douleur au quotidien. Dans la foulée, démonstration de massage ventral, oui, avec Anaïs Jasmine, une méthode impressionnante, vous allez voir, pour détendre son dos tout en musclant son ventre. Pour combattre les douleurs dorsales, il y a de nombreuses médecines douces qui voient le jour, comme l'auto-hypnose, la réflexologie. Il y a même certains régimes, parce que le mal de dos passerait aussi par l'alimentation. Alors qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La réponse avec le docteur spécialiste de la douleur, Patrick Giniès. Et puis sachez que le mal de dos se situe aussi dans notre tête. La douleur peut-elle être psychosomatique? La réponse avec le témoignage du réalisateur Jean-Pierre Améris qui a mis en image son mal de dos dans le film Je vais mieux. Et vous allez voir que sur une échelle de douleur de 1 à 10, il a vraiment les félicitations du jury. Il y a certains matins, franchement, il vaut mieux que je sois seul, parce que c'est pas très glamour. Moi, je rampe jusqu'à ma salle de bain. Enfin, de mon lit à ma salle de bain, je suis à 4 pattes, quoi. Salut les amis. Bonjour. Et avant les exercices pratiques, je vous propose un petit tour du monde des techniques pour soulager le mal de dos avec notre explorateur Stan Gusman. C'est le tour du monde en 80 secondes. Oui. Oui, 80 secondes d'image internationale pour vous prouver que le mal de dos est certes le mal du siècle, mais aussi un mal planétaire, enfin en partie. Et d'ailleurs, tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser, même les moins scientifiques. La preuve avec notre première escale à Tokyo. Allez, c'est parti. Je vous présente là-bas l'autonoma maki. Alors non, c'est pas une spécialité culinaire japonaise, mais une technique de relaxation anti-mal de dos inspirée de l'emmaillotage des bébés et qui consiste tout simplement à vous mettre en position fétale dans un drap placenta afin de soulager vos douleurs dorsales. Ainsi emballé et bercé doucement de gauche à droite, le patient détend les muscles de son dos en même temps qu'il renoue avec un sentiment de sécurité et de bien-être lié à l'enfance. Bon, alors on va poursuivre notre voyage au pays du mal de dos, Stan. Et si on termine notre voyage en retournant à la maison, chez nous, bienvenue en France, avec une révolution pour le dos qui ressemble à un blockbuster à la Avengers, son nom, l'exosquelette. Attention, bande-annonce. 2021, l'armée de terre présente l'exosquelette, une armature motorisée dotée d'un moteur à suspension, à toute épreuve. Grâce à l'exosquelette, les soldats bénéficieront d'un dos capable de soulever les sacs les plus lourds tout en se déplaçant sur n'importe quel terrain hostile. L'ennemi n'a qu'à bien se tenir. Prochainement, sur tous vos fronts, l'exosquelette. Tintintin. Alors, l'exosquelette a pour mission principale de soulager la colonne vertébrale. Conçu d'abord pour les opérations militaires, il pourrait être utilisé dans la société civile prochainement, comme dans les métiers pénibles de la manutention ou pour aider certains grands malades du dos. Alors, est-ce que vous avez réussi à tirer des conclusions de votre tour du monde en lombalgie? Oui, bien sûr, Agathe. Eh bien, la conclusion que j'en tire, c'est que le mal de dos est essentiellement une préoccupation des pays occidentaux. On a voyagé en France, au Japon, ailleurs, bien que le problème existe, aucune innovation majeure. Ces chiffres en attestent. Le mal de dos touche environ 30% de la population globale et mondiale, selon l'OMC, alors qu'en France, l'assurance maladie révèle que 80% des Français ont déjà été traités pour un problème de douleur lié au dos. Alors Sylvie, pourquoi cette différence? Est-ce la faute à nos modes de vie occidentalisés? Je pense qu'effectivement, dans nos pays industrialisés, on s'est éloigné de ce qu'on est réellement. Donc au départ, on était des chasseurs-cueilleurs, on passait 90% de notre temps à l'extérieur, en activité, en bougeant, en marchant. On s'est transformé en personnes qui sommes
90% de notre temps à l'intérieur et en plus on est assis. Donc je pense qu'on n'est pas du tout équipé pour ce nouveau mode de vie. Et en plus de ça, on a énormément de mal à lutter contre nos problèmes posturaux. On a des postures qui ne sont pas du tout adaptées à notre mode de vie et je pense que ça explique en partie les maux de dos. Merci Stan, fin du voyage donc. Et puis on va ouvrir maintenant notre dossier du jour. Quand le dos va, tout va. Plus de la moitié des Français a connu au moins un épisode de lombalgie au cours de l'année écoulée. La lombalgie, c'est le mal de dos le plus courant. Ce n'est pas forcément grave d'un point de vue médical, mais il s'agit d'une douleur qui peut vraiment nous pourrir la vie, avec des répercussions sur la vie intime, sociale, professionnelle, familiale, des conséquences également sur le plan psychologique. Alors rassurez-vous, bel et bien, va vous ouvrir sa boîte à outils avec des méthodes qui fonctionnent, avec un objectif, que vous ne restiez plus passif quand le mal de dos vous plie en deux. Et ce n'est pas la chanteuse et danseuse Nicole Croisy qui me contredira. Écoutez-la, elle en a plein le dos en 1991 sur le plateau du magazine Santé d'Antenne 2. Merci d'être avec nous sur le plateau de la santé. D'abord, on vous savait chanteuse, danseuse, mais on ignorait que vous avez mal au dos. Eh bien, je n'échappe pas à la règle. Et ça depuis très longtemps. Oui, parce que mon passé de danseuse a fait que j'ai forcé quand même mon organisme, j'ai forcé mes muscles, j'ai un peu violenté mon squelette aussi. Alors le tout fait que quelques années plus tard, on paye. Il faut faire avec. Alors Sylvie, on ne peut pas parler du mal de dos sans évoquer le système de la douleur. Qu'est-ce que la douleur? Et sommes-nous égaux face à elle? Hommes, femmes, vieux, jeunes Alors au départ, on est tous équipés pour être égaux. Donc la douleur, c'est vraiment un signal qui est produit par notre cerveau en réponse à un organe de notre corps qui souffre ou à un nerf. Donc le signal arrive au cerveau, le cerveau fabrique cette sensation de douleur et en retour, il va envoyer vers l'organe qui est douloureux des antidouleurs naturelles qui sont fabriquées par le cerveau. Mais évidemment, comme la douleur, elle est fabriquée par le cerveau, elle est forcément différente d'un sujet à l'autre, puisqu'on n'a pas les mêmes cerveaux, donc il y a vraiment une part subjective. Ça, on n'a pas les mêmes cerveaux, ça. Il n'y a qu'à voir ce qui arrive au fakir. Vous avez tous vu des sujets qui sont capables de marcher sur du feu, sur du verre. Et effectivement, il y a sans doute aussi un effet culturel, un effet de l'éducation. On peut apprendre à supporter plus ou moins la douleur, on peut modifier notre seuil de douleur, on a tous un seuil différent, on l'a vu là, même si au départ on a un équipement qui est tout à fait semblable. Mais Sylvie, si je pince Agathe là, ça se passe d'abord dans son cerveau, c'est pas la peau, enfin entre guillemets, qui a mal. La peau, là où elle a été pincée, va envoyer un signal jusqu'à son cerveau. D'accord. Et là, on a des récepteurs nociceptifs qui fabriquent la sensation de douleur, qui ensuite permet d'envoyer un antidouleur vers la région où elle a été pincée. Sylvie, on a oublié de dire une chose très importante, la douleur, c'est utile. Bien sûr, la douleur, c'est un signal qui nous protège, qu'il y a quelque chose qui va mal dans notre corps. Et si d'ailleurs on retire complètement la douleur, que ce soit d'un être humain ou d'un animal, même un animal pourrait prendre une posture qui du coup serait très mauvaise pour lui. Donc la douleur, elle a une utilité, il ne faut absolument pas la nier, il faut pouvoir en être conscient, parce que c'est elle qui va nous alerter sur un souci sur le plan organique au sein de notre corps. Bon, on a bien compris les mécanismes de la douleur. Il est temps pour nous de vous donner toutes les solutions pour les soulager, ces douleurs, et surtout les douleurs de dos, dont on sait qu'elles sont terribles. Mais d'abord, est-ce qu'on est tous égaux du dos en termes de souplesse? Alors, écoutez-moi bien. Avec ce que vous allez voir, vous allez comprendre que non, nous ne sommes pas tous égaux. Mais en tout cas, si on travaille notre dos, il est capable de choses hallucinantes. La preuve avec Mel Hart Contorsion. Elle est artiste aérienne et contorsionniste. Mais je vous jure, regardez ça, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Bravo, Mel Art Contorsion. Bon, là, Mel, on va se parler. Vous n'avez pas d'organes, il n'y a pas d'intestin, vous n'avez pas de tendons non plus. Non, plus sérieusement, est-ce que vous avez travaillé ou est-ce que vous aviez quand même une prédisposition à la souplesse ? Non, je ne suis pas née bionique, je vous rassure. Non, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait de la GRS depuis que j'ai 6 ans. Après, je suis passée en sport-études, en division de National 1 à Montpellier. Et c'était près de 15 heures par semaine. Si vous voulez continuer à voir Mel, eh ben vous allez la suivre sur ses réseaux, parce que c'est très inspirant pour travailler. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Alors, le mal de dos ne concerne pas que les déménageurs. 8 Français sur 10, je l'ai dit tout à l'heure, en souffrent. D'où cette question, l'homme est-il fait pour marcher ? Élément de réponse avec ce sujet signé Stanislas Gusman. 87% des Français en ont plein le dos et souffrent de lombalgie. Aucun mal n'avait touché autant de Français depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Mais alors pourquoi ? Et si les ennuis avaient commencé le jour où nous nous sommes mis à marcher ? D'ailleurs, revenons quelques centaines de millions d'années en arrière. Du singe à l'homme de Néandertal jusqu'à l'Homo sapiens en passant par l'Homo manucanus, dans la chaîne de l'évolution, nous n'avons eu de cesse de nous relever. Mais notre squelette était-il adapté à la bipédie ? Nos disques intervertébraux, qui ont pour mission d'amortir les chocs ressentis par notre colonne vertébrale, sont-ils faits pour supporter le poids d'un homme debout ? Pour le savoir, des chercheurs canadiens ont comparé les squelettes d'humains et de chimpanzés. Résultat, au cours de leur vie, 50% d'humains avaient souffert d'une hernie discale. Du côté des primates, 0. CQFD, il existe bel et bien un lien entre la bipédie et les maux de dos. Et certains d'entre nous portent encore les stigmates de ce changement si brutal réalisé par nos ancêtres il y a 7 millions d'années. Bah oui, c'est physique. À 4 pattes, le dos ne subit aucune charge. Je vous laisse donc imaginer la position à adopter en cas de mal de dos lors de vos prochains ébats amoureux. Bref, partant de ce constat, on a cherché à l'endiguer ce foutu mal de dos. Et pendant longtemps, la science a cru que le meilleur remède au mal de dos était le repos. Aujourd'hui encore, les clichés ont la vie dure et 7 personnes sur 10 s'alitent dès les premiers symptômes. Erreur, bien au contraire, il faut... Bien dit, surtout que nos modes de vie sédentaires, où règne l'économie du tertiaire, ne font qu'aggraver les choses. En passant du canapé du salon au siège du métro au fauteuil de notre bureau, c'est la combinaison perdante, métro, boulot, aïe, mal de dos. La généralisation du télétravail lié au confinement a d'ailleurs fait doubler le nombre de limbagos chez les salariés en à peine un an. Et déjà qu'on n'est pas fait pour être debout, qu'on n'est pas fait pour rester planté devant son bureau, voilà qu'une nouvelle menace arrive pour notre dos, le téléphone portable. Et pour cause, lorsque nous textotons, notre tête s'incline à 45 degrés vers le bas et son poids passe alors de 5 à 21 kg aux grandes dames de nos cervicales. Un peu comme si un enfant de 7 ans s'amusait tranquillou sur votre cou. Sachez que ce phénomène qui touche principalement les jeunes porte un nom, le text-neck ou le textocervicalgie comme on dit chez nous. Et en plus des douleurs dorsales que cela provoque, ce fléau favorise aussi l'apparition des rides du visage et le relâchement de la peau du cou, à l'origine des doubles mentons. Sympa, non ? Décidément, on n'arrête pas le progrès. Incroyable. Bonjour Monsieur Clavicule. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes kinésithérapeute, vous cartonnez sur les réseaux sociaux, vous êtes venu avec votre meilleur pote. Ouais, très très sympa. c'est Oscar. Ah, salut Oscar, tu vas bien chérie? Il me répond pas. Avant d'approfondir le sujet, est-ce que vous pouvez nous décrire la position normale de la colonne vertébrale? Exactement. Quand on regarde Oscar donc de côté, on voit bien qu'il y a 3 courbures qui sont naturelles et physiologiques. La lordose lombaire, ensuite on a une syphose thoracique et de nouveau une lordose cervicale. Elles sont là exprès pour pouvoir bien amortir les contraintes. Grâce à ça, on a 10 fois moins elles supportent 10 fois plus de compression qu'une colonne qui serait rectiligne. Monsieur Clavicule, quand on a mal au dos, il faut plutôt s'aliter, se mettre au lit, sur le canapé, ou au contraire, faut-il... Bouger, bouger. Aïe, aïe, aïe. Parce que pendant longtemps, on nous a dit, beaucoup de médecins nous ont dit, ou de kinés nous ont dit qu'il fallait s'immobiliser, rester alité. C'est ça, c'était les recommandations qu'on a eues pendant des années, des décennies même. Et maintenant, on se rend compte, grâce à la science, qu'au contraire, c'est le mouvement qui permet de guérir le mal de dos, tout simplement. Il faut bouger le plus rapidement possible, progressivement, graduellement, mais essayer de marcher, de faire des exercices au plus tôt. On sait que le mouvement, en fait, est un antidouleur naturel. Mais on a tous les mêmes prédispositions en termes de dos, parce que c'est vrai que quand on est bébé, on est tous ultra souples. Voilà. Et puis après, les choses se gâtent en grandissant. Pourquoi est-ce qu'on se raidit quand on vieillit? En fait, il y a déjà une part de génétique.
Puis ensuite, c'est en fonction un peu de nos expériences sportives qu'on va faire. C'est vrai que, comme on a vu tout à l'heure, elle a travaillé pour avoir cette mobilité. Les personnes qui sont plus sédentaires, ils vont naturellement devenir plus raides. Donc c'est un petit peu, ça dépend de ce qu'on fait aussi de notre corps. Donc c'est pour ça qu'on invite les gens à bouger et à faire beaucoup d'exercices. Alors, Monsieur Clavicule, en préparant cette émission, on a reçu un tas de questions, notamment celle envoyée par Estelle, qui nous dit « Au secours, dès que je me réveille, j'ai mal au dos, et pourtant j'ai essayé toutes les positions, toutes les literies possibles. Aidez-moi. » Alors ça vaut une alerte kiné. Compris. À chaque fois que vous entendez retentir ce buzzer, c'est une alarme et c'est une alerte kiné. Et donc, il nous faut une démo sur scène. Venez, on va aller sur la scène. Vous allez nous montrer un petit peu. Moi, je vais vous montrer comment je dors pour que vous me disiez quelles sont les positions à privilégier et les positions à bannir. Alors moi, je vous montre comment je dors. Aïe. Je m'enfonce ma boucle d'oreille dans le tympan. Alors, on a beaucoup pensé que la position en chien de fusil sur le côté était la meilleure. Mais en fait, on se rend compte, la science nous dit que maintenant, il n'y a pas de meilleure position pour dormir. Mais alors, montrez-nous comment il faut bien dormir quand même. Quel est l'idéal ? L'idéal, je vous dis, c'est vraiment d'arriver à être dans une position dans laquelle on est confort. D'accord. Il y a des gens qui sont bien sur le ventre, d'autres qui sont bien sur le côté. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur à forcer les gens. Je dors comme ça, moi aussi, souvent. Ça peut être aussi très bien. Mais absolument. Au bout d'un moment, la jambe va tomber. Mais oui, c'est ça. Ça peut être une très bonne position. Il y a un autre sujet, c'est le matin, les étirements. Ouais. Donc moi, on va dire que je me réveille dans une position. D'accord. Vous pouvez passer sur le dos déjà. Ah oui, parce que ça, je fais pas ça, par exemple. Donc je passe sur le dos. OK. Voilà, tranquillement. Ok. Et puis vous allez pouvoir, par exemple, venir faire un petit étirement au niveau des fessiers. Donc passer comme ça. Ah oui, carrément. Attraper les jambes comme ça, ici, et venir tirer. Là, on a un problème de pantalon. Voilà, pour commencer à ça étirer. tire bien là. Voilà, c'est pour un trop petit peu bon, ça. relâcher. Au niveau, d'ailleurs, on va étirer. Vous savez qu'il y a le nerf sciatique qui passe à ce niveau-là, au niveau de la fesse. Ouais. Donc ça va commencer un peu à étirer tous ces muscles qui sont très importants. Après, on peut travailler un peu sur de la mobilité en passant sur le côté, par exemple. Donc là, on va se mettre bien aussi rester la jambe immobile. par-dessus, comme ça. Ouais. Voilà. On va tendre les bras dans l'alignement, Oui. ici, comme ça. Comme ça. Et là, vous allez faire une rotation en venant ça regarder de l'autre côté. Voilà. Et là, vous pouvez le faire comme ça en mobilité, c'est trop en beau, revenant ça. plusieurs fois. Et en le faisant d'un côté et de l'autre. Moi, comme je m'habille parce que parfois je me crois chez moi, mais C'est Non, une, mais ça, une petite routine de mobilité matinale qui permet vraiment de se réveiller, d'activer un peu ses muscles, de partir un peu du bon pied, quoi. je suis trop contente. Ouais, voilà. Bon, Personnellement. merci pour Voilà. ces explications, Monsieur Clavicule. Alors, un autre téléspectateur a tenu à vous poser cette question. Il s'agit du bossu de Notre-Dame. Salut, c'est le bossu. À force de faire sonner les cloches de Notre-Dame, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai un léger nœud en haut du dos. Alors je me demandais si certaines activités physiques étaient déconseillées pour ce que j'ai. Allez, salut, bande de cloches. Alors, est-ce qu'il y a des activités sportives qui sont plus ou moins bonnes pour le dos ? On dit que la natation, c'est super bon pour le dos, alors que les sports de raquettes, c'est plutôt mauvais. Idée reçue, vrai, faux ? Alors, c'est un peu une idée reçue. La natation est excellente pour le dos, mais ce n'est pas forcément le sport par excellence. Moi, je pense qu'il faut partir sur une notion de plaisir quand on fait du sport. Et c'est ça qui prime. C'est-à-dire, si on force quelqu'un à faire de la natation et qu'il n'aime pas ça, au bout de 3 fois, il va se décourager. Oui, mais il y a des sports qui sont plus violents, les sports de raquettes. Il y a des sports qui squash, sont plus, par exemple. Il y a des sports Entre la qui sont plus natation violents. et le jogging, mais par exemple. on a montré scientifiquement, par exemple, que la natation n'était pas meilleure pour le dos, par exemple, que la marche ou le vélo. Voilà. Après, sur des sports qui vont mettre beaucoup de contraintes, dans ces cas-là, on peut partir sur des activités de transfert, proposer à la personne, est-ce qu'il y a une activité qui vous plaît ? On met en suspens un petit peu l'activité que vous faites, qui est un peu trop traumatisante, et on va faire une autre activité, par exemple du vélo, de la marche, et petit à petit revenir vers votre sport de prédilection. Il ne faut vraiment pas dégoûter les gens, les éloigner de leur sport. Voilà, c'est juste une pause et on y revient doucement. Alors, on le sait, le mal de dos, c'est physique, mais ça passe également par la tête, car nos émotions jouent un rôle essentiel. Notre journaliste Marie-Trey Stéphanie va vous en parler. Bonjour Marie, qui avez-vous rencontré cette semaine ? Eh bien, j'ai eu la chance de prendre le thé avec le réalisateur Jean-Pierre Améris,
qui, je l'ai découvert, est un grand sensible. Alors, grand d'abord par la taille, parce qu'il mesure 1,98 m, mais surtout sensible au monde extérieur. Comme il le raconte dans son film Les Émotifs Anonymes, souvenez-vous, ça fait un petit moment, un film qui était inspiré de sa vie. Alors, le mal de dos, il connaît. Il en a d'ailleurs fait le sujet de son film Je vais mieux, avec Eric Elmosno, qui est déjà sorti, adaptation du livre de David Folkinos du même nom. Et vous allez voir, il sait exactement d'où viennent ces mots. Ça vient de là. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Merci d'être venu nous voir. avec plaisir. La première question que j'ai envie de vous poser, comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va, pas mal au dos notamment. Hein. Et pourtant, moi, c'est très fréquent, hein. C'est mon compagnon de route, hein. C'est le mal de dos, chronique. Depuis toujours? Depuis toujours, il se trouve que moi j'ai poussé très vite, hein, et je pense qu'il y a d'abord une raison physique, hein, je fais presque 2 mètres, hein, et je me suis toujours mal tenu, parce que j'ai toujours été très complexé par ma taille, hein, ne sachant pas où mettre. Pour moi, la situation cauchemardesque, c'est un cocktail par exemple où tout le monde est debout, et moi donc je me mets à la hauteur des gens, quoi, hein, je n'assume pas ma taille, je me mets toujours sur les jambes, j'ai des chaussures qui sont comme ça au bout de 2 mois d'utilisation de la chaussure, et donc je pense que je me suis vraiment abîmé le dos, enfin c'est ce qu'on me dit en tout cas, par le fait de ne pas assumer comme ça cette taille hors de la moyenne. Il y a certains matins, franchement, il vaut mieux que je sois seul, hein, parce que c'est pas très glamour. Hein. Moi, je rampe jusqu'à ma salle de bain. Enfin, de mon lit à ma salle de bain, je suis à 4 pattes, quoi. Hein. Je suis bloqué, c'est le lumbago, hein, c'est tout ça. Qu'est-ce que votre mal de dos dit de vous? La grande chose, hein, avec laquelle moi j'ai dû batailler, qui est la difficulté à dire, quoi, hein, c'est le non-dit, quoi. Et c'est tout ce qu'on garde en soi qui fait qu'à un moment donné, il y a une sonnette d'alarme. C'est vraiment comme dans le train, quoi. Quelqu'un, à un moment donné, ça n'est plus possible de tout garder pour soi. Moi, par exemple, je ne sais pas du tout dire non. C'est vrai que si on m'appelle, on me sollicite, je ne sais pas dire non, quoi. Mais en même temps, après, je me dis, mais pourquoi j'ai pris ce rendez-vous, ou pourquoi j'ai pris ça? Avec grande précaution. Non, alors là, c'était un plaisir, hein, pour cette émission. Il y a quelque chose où on s'en veut soi-même. La douleur aussi, ça peut être ça, hein, quand même, hein, se faire payer quelque chose, peut-être. Hein. Il faut dire, moi aussi, que le mal de dos est lié quand même à un autre problème, qui est l'anxiété. Hein. Moi, j'ai fait Les Émotifs Anonymes, un film qui était inspiré de mon histoire. Hein. Je suis allé longtemps aux Émotifs Anonymes. Hein. Et donc, étant tellement tendu, quoi, hein, en société, dans la vie en général, ne sachant pas respirer, ne sachant pas, voulant un peu disparaître quand même, je sais que ça résiste, quoi, et ça se porte quand même beaucoup sur le dos. On est tous malmenés dans cette société. Hein. Quand je vois dans le métro, on est serrés comme des sardines, on est malmenés par la société, et on a mal au couple qui s'effiloche, on a mal au travail, qui n'est pas forcément celui qu'on voulait faire, ou les collègues, la souffrance au travail, on a mal aux enfants qui partent de la maison, on a mal aux parents qui vieillissent, à qui on n'a jamais parlé, enfin, mais à un moment donné, c'est trop, quoi, et le corps dit, mais je n'en peux plus, quoi, il faut l'écouter, j'ai jamais trop su écouter mon corps. Il est très attachant. Hein. Très attachant. Et donc on le voit, Jean-Pierre a donc appris à vivre avec ses douleurs, à les anticiper. Mais ce qui le tient, c'est sa passion pour le cinéma, pour la création. C'est un véritable exutoire. Alors on dit souvent qu'on en a plein le dos. Avec Jean-Pierre Améris, l'expression est plus que vraie. Sylvie, ma question, quel est le rôle des émotions dans notre mal de dos et la perception de la douleur ? Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, on a vu tout à l'heure qu'il y a des douleurs qui sont déclenchées par quelque chose qui se passe dans un organe, hein, et puis la douleur est construite au niveau du cerveau. Et ça, on les appelle les douleurs organiques. Et puis, il y a des douleurs qui sont anorganiques, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver l'origine dans notre corps. On les appelle psychogènes. On pense que des tensions morales, comme il le dit très bien, peuvent se traduire par des tensions physiques qui peuvent, au final... Mais elles existent, elles sont réelles, c'est pas une vue de la pensée, quoi. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est que pendant longtemps on a pensé que les douleurs d'origine psychologique n'étaient pas réelles, et donc on les a niées, et donc on renvoyait les gens chez eux en leur disant qu'ils n'avaient pas vraiment mal. Et puis récemment, depuis l'utilisation de l'imagerie cérébrale, on a enregistré l'activité cérébrale dans le centre de la douleur, justement, chez des patients qui avaient des douleurs organiques et chez des patients qui avaient des douleurs qu'on va appeler psychogènes. Et on s'est rendu compte que pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc il faut arrêter de nier les douleurs quand elles sont d'origine psychologique, parce qu'en termes de ressenti, en termes de mécanismes neurologiques, c'est la même chose. Donc il faut les traiter, les prendre en compte, les respecter exactement de la même façon. Psychogène, c'est la même chose que psychosomatique ? Alors,
Dire qu'une douleur, elle est psychogène, c'est dire qu'elle est d'origine psychologique. Quand on parle d'une douleur psychosomatique, c'est qu'on dit qu'effectivement le psychisme va influencer le soma, c'est-à-dire le corps. Donc on parle à peu près de la même chose. Et ces douleurs qui sont d'origine psychologique, elles nous rappellent qu'il n'y a pas une séparation franche entre le corps et l'esprit, que finalement on ne fait qu'un et que notre corps peut influencer notre esprit. D'ailleurs, si on a mal, même du fait d'une douleur organique, au bout d'un moment, on va se sentir mal psychologiquement. Et l'inverse est vrai aussi. Il y a une vraie influence de notre psychisme sur notre corps avec des douleurs qui peuvent être d'origine psychologique. Voilà, vous venez de déculpabiliser quand même pas mal de gens qui souffrent et qui regardent la télé. Merci beaucoup, Marie, pour cette interview. Il est temps d'enfiler le bleu de chauffe maintenant parce qu'on va vous donner des solutions concrètes pour déverrouiller nos mécaniques du dos en graissant nos lombaires et nos cervicales rouillées. On ouvre la boîte à outils de Bel et Bien. Et pour nous donner toutes les clés anti-mal de dos, on reçoit le directeur du centre de la douleur du CHU de Montpellier, le docteur Patrick Giniès. Bonjour. Bonjour. Première question, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, la douleur de mal de dos ? Bien, elle met en échec. Elle met en échec tout le monde et toutes les générations et tous les âges. Donc, je dirais que la première des stratégies, c'est d'écouter l'émission samedi matin, Bel et Bien, d'Agathe et de... Oh, mais vous êtes fantastique, on va vous prendre pour toutes les promos. C'est sérieux, ça, c'est sérieux, parce qu'une des choses dont on n'a pas parlé, mais que vous réalisez très bien, c'est l'éducation thérapeutique. Expliquer aux patients, et à des heures de grande écoute, et à des heures où le public, qui est susceptible d'avoir mal au dos, écoute les émissions. Et tout ce qu'on a entendu déjà est quelque chose qui va modifier la gestion de la douleur par tous les douloureux chroniques. La mécanique, c'est bien, mais derrière cette mécanique, il y a toute l'histoire de vie du patient, qui va expliquer la sensibilité des capteurs sur tous les petites hernies, les sciatiques, le contrôle musculaire et surtout la relaxation de la nuit. Et ça dépend d'une histoire de vie. Et ça ne peut pas se faire que par le psychiatre ou par le kiné. Mais tout le monde doit mettre une petite typologie dans l'écoute du patient, dans son intimité. Et c'est ça qui est la nouveauté, en fait. Pour la douleur chronique, sinon, on a un échec. Tout le monde aura un échec, et à toutes les générations. Donc, il faut faire quelque chose d'humanisé. Humaniser le soin. Mais comment je vous adore. Je vous le dis direct, bravo. Alors, docteur, je vous aime. Non, mais pardon, je peux faire ma déclaration. Je vous connais. Ah bah alors là... Alors, saviez, que j'allais l'aimer. docteur Giniès, on a besoin de votre éclairage. On va l'écouter dans quelques instants. Les Français ont plein de questions à vous poser, ainsi qu'à Monsieur Clavicule. Notre journaliste Sarah Cadour leur a demandé pourquoi ils en avaient plein le dos. Dans quelle situation du quotidien souffrez-vous du dos? Quand je jardine longtemps. Ah oui, avec les pelles, les gros râteaux. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un moment un peu intime? Bien sûr. Quand je joue aux jeux vidéo, souvent j'ai une chaise en plus qui est vraiment nulle. Quand je suis au bureau, je suis cambrée en avant, complètement la tête rentrée dans les épaules. Quand je porte mon sac de cours vu qu'il est lourd. Je peux voir. Quelle posture adoptez-vous pour soulager vos douleurs de dos? Des étirements. Comme ça. Je me redresse, je fais un peu craquer le dos, un peu comme ça. J'essaye en ce moment de faire de la musculation un peu. Je peux toucher un biscotto? Pas mal! Pour ramasser un objet par exemple, comment vous faites? Démonstration. Alors, a priori, je dois faire ça. C'est-à-dire que je plie les genoux. Comme cela, afin de ne pas courber le dos. Je fais comme ça, comme un crabe, je descends et je ramasse. Moi, je fais complètement comme ça. Mais en général, j'aime pas ramasser les trucs, donc c'est les gens qui le font pour moi. Voilà, c'est la solution. ça la solution. Évidemment, on est vraiment... On parle de boîte à outils, mais ça y est, on a la solution ultime. Ils font bien, là, quand ils ramassent les objets, les Français qu'on a interrogés? Tout dépend de la charge de l'objet, du poids de l'objet, en fait. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. En fait, on voit que jusqu'à 15 kilos, en fait, peu importe si jamais on plie les genoux ou pas, la pression au niveau des disques, donc dans le dos, qu'on voit ici, va être la même en fait. Si jamais la charge est lourde, oui, il faut plier les genoux. De toute manière, on aura du mal à le faire avec les genoux tendus. Oui. Donc ça va vraiment dépendre des capacités de chacun. On l'a entendu dans le sujet, les Français ont mal au dos quand ils sont à leur poste de travail. Alors le télétravail n'a rien arrangé avec une augmentation des lombalgies durant le confinement. Alors comment bien se positionner face à son écran ? Alors c'est une des plus grosses fausses croyances qu'on peut avoir, c'est de se dire on peut avoir une posture parfaite face à son écran. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science nous dit qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture et qu'il n'y a pas de corrélation entre des douleurs et une posture. La meilleure posture, c'est la suivante.
Donc il faut bouger, même devant son poste de travail. Il faut s'adapter, marcher. On peut faire une petite installation en mettant des livres ou un carton et se faire une station assis debout gratuite à la maison. Quand on a un coup de fil, on marche dans son appartement. Voilà, c'est toujours être en mouvement et varier tout le temps de posture. C'est la position trop prolongée qui va déclencher probablement des douleurs. Patrick Giniès. Je rajouterais aussi que le télétravail ou le travail tout court, ce qu'on sait statistiquement et scientifiquement, c'est que c'est la pression du petit chef sous le sous-chef. L'aspect de la pression morale. Malgré qu'on soit des êtres immobiles et qu'on est plutôt sans douleur aiguë, on a tout traité les douleurs maintenant, on n'a plus beaucoup de douleurs suraiguës. Donc ce qui nous gêne maintenant, c'est les douleurs de réglage, des subtilités. Et ça, c'est dépendant de notre psychologie du travail, de la relation sociale, de notre position dans la société et de tout ce qu'on a peut-être comme injustice et comme frustration. Malheureusement, ça diminue le système de contrôle de la douleur. Moi, j'ai ça avec Stan. Juste une petite question pour revenir au mouvement. On m'avait dit que s'asseoir sur un ballon, vous savez, les gros ballons, c'était vachement bien. Ball, bien sûr, ça peut être une ça peut être une bonne solution pour être toujours en mouvement et on peut dessus faire des petites On s'en rend pas bien compte, mais on est quand même flou de chou. Si jamais vous êtes confortable comme ça, allez-y. Sylvie ? Bah oui, en fait, on a toujours notre téléphone qui n'est pas trop loin et il y a des applications qui existent maintenant pour nous forcer toutes les 45 minutes à se lever et à bouger, à faire des exercices, etc. Et c'est très intéressant, Sylvie, parce que là, depuis tout à l'heure, je commence à avoir un petit peu mal au dos, dans le bas du dos. C'est quoi? C'est un signal? Il faut que je me lève. C'est un signal. Que je me lève, que j'aille un peu marcher. Tiens, moi aussi. Voilà. Là, j'ai besoin de... Déjà, le fait de changer la posture, ça va diminuer cette douleur. Et peut-être l'autre chose qu'on peut dire, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, on a vu tout à l'heure que quand le cerveau construit la douleur, il libère en même temps des antidouleurs naturelles. Et effectivement, quand on a des émotions négatives, qu'on est déprimé ou anxieux, ça bloque cette libération naturelle et spontanée par le cerveau d'antidouleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on s'installe dans une douleur, je parle sous votre contrôle, mais dans une douleur chronique, parce que le cerveau ne peut plus faire son travail bloqué par ces émotions négatives qui nous font rentrer dans un circuit de pensées négatives et qui nous confortent dans la douleur. Absolument. Finalement. Alors ça, c'est l'ordinateur central, j'allais dire le cloud de notre vie. Mais l'autre aspect qu'on connaît mal, c'est pour ça qu'on a souvent développé avec les patients des petites réglettes pour faire comprendre ce qu'est une troisième composante de la douleur. Là, on a de la douleur psychogène, de la douleur de mauvais contrôle, psychique. Il y a aussi la douleur mécanique, qu'a bien exposé le kinésithérapeute. Entre les deux, il y a la douleur des capteurs nerveux. On est tous différents dans la sensibilité des capteurs, des milliards de petits filets nerveux qu'il y a dans les tendons, les ligaments, les muscles. Et ça, c'est toute une histoire de vie, comme mon accent. On a un accent différent dans la pression de ces capteurs. Et ça, c'est des douleurs spécifiques qu'il faut dépister. Des douleurs de brûlure, de décharge électrique. Donc, il faut décomposer la problématique du dos. Il n'y a pas que la mécanique, il n'y a pas que le psychologique, il y a aussi les capteurs neurologiques. Et le mouvement permet aussi de désensibiliser. Les cures thermales, l'hydrothérapie, les massages peuvent désensibiliser. Mais c'est plus long que d'acquérir, malheureusement, cette hypersensibilité. Alors, Patrick Giniès, la question qui suit est pour vous. Pensez-vous que plus on avance en âge et plus on souffre du dos? Je pense que c'est de la logique. Plus ton corps est frais, plus il est stable, quoi. Oui, on a plus de petits bobos, ça c'est clair. Non, j'ai pas pire que quand j'avais 4 enfants à charge et au boulot. Ceux qui ont fait du sport dans leur jeunesse, ils n'ont pas trop de problèmes par la suite. Ça dépend de la posture qu'on a tout au long de notre vie. C'est des angles droits, certaines mamies, on se dit merde, quoi, c'est chaud, quoi. Vous voulez pas devenir un angle droit? Non. Patrick, c'est une idée reçue, plus on vieillit, plus on a mal au dos? Mais oui, c'est vrai, c'est une idée reçue, c'est beaucoup de choses fausses, mais que les gens ont perçues comme ça. D'où l'éducation thérapeutique. Ah oui, donc ça, c'est pas vrai. Eh oui, c'est pas vrai. On peut être même, quand on est âgé, il y a une évolution normale. Les disques sèchent, on perd quelques centimètres et on est soudé. Et des fois, des personnes sont bien raides, mais sans douleur. D'autres restent souples, mais avec des capteurs qui vont trop être stimulés parce qu'ils sont trop sensibles. Souvent, il y a un décrochage entre l'âge civil, on peut avoir 80 ans, une mécanique un peu altérée, mais un système nerveux qui s'est apaisé. Et à l'inverse, on peut avoir quelqu'un de jeune et qui a un système nerveux hypersensible. Donc vous voyez, on fait parler à l'hôpital, on fait parler à un monsieur qui a sauté en parachute quand il était jeune, son parachute ne s'est pas ouvert. Il a eu 14 fractures vertébrales, le sciatique coupé. Et à la fin du témoignage, au bout de 2 ans, il a fait un semi-marathon, il allait très bien. Je lui demande à la fin du témoignage, vous avez eu mal? Il me dit non, jamais. C'est le début du cours de la douleur pour montrer qu'il n'y a pas de correspondance entre la gravité des lésions et le perçu de ces lésions. Et ça, c'est l'inverse de ce que vous avez remontré dans le reportage. Sylvie? Incroyable.
Oui, je pense qu'effectivement, on n'a pas parlé d'une chose qui est le fait qu'on apprend aussi à réagir d'une certaine façon face à la douleur. Et on a tous vu des bébés ou des tout-petits qui tombent et qui vous regardent avant de savoir s'ils vont pleurer. Oui, c'est vrai. Et, avant même voilà, de savoir comment réagir. Et je pense qu'il y a une éducation, on parlait de l'éducation thérapeutique, mais il y a aussi une éducation de la réaction aux différentes sensations qu'on a à l'intérieur de notre corps. Est-ce que c'est juste une sensation ou est-ce que c'est douloureux? Je pense que ça s'apprend. C'est bien parce que déjà, ça vous permet à vous, téléspectateurs, de faire le point là-dessus. Hein. Si vous avez des douleurs, essayez peut-être d'y réfléchir et de prendre un peu de recul, de hauteur, même si c'est difficile. Alors, j'ai un message d'ailleurs pour nos téléspectateurs extrêmement important. Vous souffrez d'un mal de dos chronique. Vous consommez antidouleurs, anti-inflammatoires, décontractants, comme des bonbons la nuit d'Halloween. Et si en attendant la solution miracle, vous essayez, comme 71% des Français, aux médecines douces. Alors, les médecines douces, oui, mais lesquelles? Parce qu'entre les massages au ventouse qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, les techniques ancestrales comme l'acupuncture, évidemment, le spectre est large. Comment savoir celle qui fonctionne vraiment? L'intrépide Stan Gusman a décidé de toutes les tester. C'est l'enquête de Bel et Bien. Oui, toutes, ça va être long. Alors, je peux vous couper, vous avez vraiment mal au dos. en plus, c'est vrai. Je me suis fait opérer d'une hernie discale à 27 ans. Voilà. Donc je sais de quoi je parle. Je raconte ma vie. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors, tout d'abord, j'avais une première question. Est-ce que les médecines douces sont une alternative crédible au mal de dos? Je pense aux plus connus comme l'hypnose que vous préconisez notamment, ou l'auto-hypnose. Oui, c'est une alternative, mais il faut penser que c'est pas un style complémentaire que je dirais humanisé, avec empathie. C'est-à-dire que la relation thérapeutique avec le soignant et le soigné est plus forte que dans la médecine scientifique ou dans la médecine validée par l'épreuve où on bloque, parce que c'est rhumatologique, neurologique ou psychiatrique, on bloque la technique. Là, c'est une technique qui comprend toujours une relation. Et ça, on découvre maintenant que cette relation thérapeutique, ce colloque singulier, est majeur. Et toutes ces thérapeutiques introduisent plus de relations humaines. C'est pour ça qu'elles ont une efficacité, mais pas dans les mêmes mesures que l'efficacité d'un anti-inflammatoire. Ben justement, j'allais revenir là-dessus parce que vous expérimentez au sein de votre CHU ce que vous appelez la médecine narrative. Alors, vous me dites, si je ne dis pas de bêtises, le concept de la médecine narrative, l'objectif, c'est de remettre le récit du patient au cœur de l'acte médical et d'établir donc une relation d'empathie entre le soignant et le soigné, très loin du docteur qui peut vous dire à l'analyse de certains résultats, bon, il vous reste 3 mois, allez, à bientôt ou pas. Et pour prendre en compte le récit du patient, la médecine narrative suggère, entre autres, d'écrire, de peindre, de dessiner sa douleur afin d'en savoir plus sur son contexte. Alors, on va demander à Elsa de nous dessiner le récit de son mal de dos et tout à l'heure, on en tirera les conclusions qui s'imposent. En attendant, ça fonctionne vraiment, cette médecine narrative? C'est indispensable? Parmi les autres cartes thérapeutiques, souvent la solution, c'est 2 ou 3 leviers thérapeutiques. Ça peut être un auto-levier, c'est-à-dire en projetant son corps douloureux, en dessinant le type de douleur, le patient refait des connexions dans son cerveau entre des logiciels qu'il a oublié de faire travailler ensemble. Et les nuits qui vont suivre cette démarche d'autoprojection de sa douleur et de son corps douloureux, voire du dessin, même s'il est atypique, cette façon, dans les nuits qui vont suivre, ça permet une reconnexion et donc une harmonisation à l'insu de son plein gré, comme dirait Grenck. Et ça, c'est intéressant. Donc, vous voyez, ce n'est pas de l'introspection psychanalytique, c'est une auto-analyse. Et souvent, les dernières douleurs que le patient exprime vont refléter des anciennes douleurs de l'enfance. Mais il va les voir dans le dessin, dans la caricature particulière. Qu'il soit bon ou mauvais, le dessin, c'est pas ça. Mais les mots qu'il va employer. Figurez-vous que je fais une expérimentation, j'ai des centaines de photos de t-shirts des gens. Quand les gens viennent à la consultation, ils portent souvent un t-shirt qui contient soit une écriture, soit un dessin, qui a quelque chose à voir avec son inconscient. C'est assez extraordinaire, ça. Attendez, je regarde mon... Expliquez-nous. Ouais, alors, Vous viendrez me voir après l'émission. C'est quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple, parce que alors là, ça, c'est étonnant. Qui était en hyperactivité, avec une efficacité extrême de ses muscles, tellement ils étaient épuisés, avait mis sur son t-shirt la fable de La Fontaine, le lapin et la tortue. Vous voyez? C'est-à-dire il avait mimé ce qu'il ne sait pas faire, soit très rapide, soit très lent. Oui, il n'arrivait pas à trouver l'équilibre, en fait. Il ne sait pas se reposer, se détendre pour que les muscles le récupèrent. Et tous les actes de la vie quotidienne, il les faisait avec une tension, une crispation, de serrer les dents, à serrer le cou, le trapèze, le lombe, tout était depuis des années. Alors pour déprogrammer ça, c'est très complexe. Et il faut donc l'aide du patient. Dans la douleur chronique et d'un dos chronique, le patient est à égalité avec le soignant. Il ne faut pas vendre du miracle. On est à égalité. Et petite précision, docteur Giniès, au sein de votre CHU, vous utilisez les médicaments et pas simplement les médecines dites complémentaires. Voilà. Petite précision. Absolument, oui. On les a toujours introduites à 50%.
mais celles qui étaient validées. On ne va pas faire... Tout ce que vous avez montré dans les gens qui cherchent des médecines alternatives, elles ne sont pas remboursées. Donc il y a des fois des margoulins, des gens qui ne font pas... Il y a des charlatans. Des charlatans, qui ne le font pas avec honnêteté. Il y en a qui le font avec honnêteté, d'autres non. Et de toute façon, ce n'est pas remboursé. Donc c'est difficile de ne pas avoir des conseils ou d'une infirmière, ou d'un kiné, ou d'un médecin qui connaît un certain réseau de gens honnêtes qui peuvent donner ce plus d'humanisé que le médecine classique n'a pas le temps de proposer aux patients. Docteur, comment parler des médecines douces sans évoquer, par exemple, les massages les massages, et ils se déclinent à l'infini. Et dans votre CHI, vous parlez même de massage plaisir, Patrick. Le massage relationnel. Qu'est-ce que c'est que le massage plaisir, Patrick? C'est pas les massages californiens. C'est quoi? C'est une aide-soignante qui, nous, s'est spécialisée là-dedans. Finalement, le fait que ce soit une aide-soignante, c'est important parce que ce n'est pas le pouvoir médical ou le pouvoir de l'infirmière. C'est quelqu'un qui sait se mettre au niveau de la souffrance des gens. Et donc, elle a une formation de réflexothérapeutique. Donc, ces patients douloureux, en fait, ils ont mis une carapace de douleur par pudeur sur leur souffrance existentielle. Et donc là, on arrive à contrecarrer cette carapace de torture musculaire, de schéma corporel rigide et même de douleur. La douleur est parfois, excusez-moi le jeu de mots, un douleur. Ah oui, oui. Une patiente m'a dit un jour, ma douleur du dos est descriptible, ma souffrance est indescriptible. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le dessin d'Elsa? Vous avez fini, Elsa? Je peux le voir. Pour revenir à la médecine narrative. Alors, vous pouvez nous expliquer, Elsa? Il y a une grosse sémiologie, beaucoup de symptomatologie variée. C'est un dessin luxuriant avec plein de communicabilité. Et peut-être cette hypercommunicabilité cache, mais je ne vais pas ici faire une introspection trop grave. Allez-y, je vous en prie. Mais cache des éléments. Je vais tout raconter. Alors c'est très dur parce que c'est des éléments des fois de ce que les enfants ont perçu dans le vide à la mère, que j'appelle le vide au père. Et donc la grand-mère a peut-être eu un impact sur vous dans votre formation éducative. Ma grand-mère? Oui. Elle a trouvé que j'étais très mal élevée. Donc pression. Vous voyez comment on peut, avec une question, ça c'est de l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire, d'un seul coup, cette question qui m'est venue parce que je ressens une forte personnalité assez déterminée, on va dire. Ah bon, écoutez, je suis ravie. Mais peut-être ça masque aussi cette détermination qui s'est gravée sur votre réglage musculaire. Peut-être. Si un de dos, voilà. Et par pudeur, on est très expansif dans l'expression des douleurs. Mais peut-être pour cacher l'ineffable de la vraie zone de douleur, qui n'est pas la chose grave, mais qui est un détail autour d'une construction de l'enfance. Et ça, le schéma corporel est construit de 0 à 5 ans. Il va être façonné avec les éléments positifs et négatifs de notre ambiance. André Manoukian n'est pas là. C'est un drame, parce qu'on aurait pu parler de musicothérapie. Vous l'enseignez, notamment, vous la préconisez du moins. Et il y a même une application qui permet de soigner ces douleurs, notamment ces douleurs dorsales, grâce à la musique. Alors, comment ça fonctionne? Expliquez-nous pendant que je fais fonctionner l'application. D'accord. Bien, on s'est aperçu que la musique adoucit les mœurs, c'est peut-être adoucit la douleur aussi. Et ça, cette application, en fait, c'est pas une musicothérapie individuelle qui est vraiment essentielle. La musicothérapie individuelle est super parce qu'il y a des relations humaines avec quelqu'un qui est un musicothérapeute et qui utilise des outils de musique pour apaiser les gens. Mais là, c'est un système qui permet neurologiquement d'avoir le choix de sa musique. Donc ça, c'est le côté affectif. On choisit le type de musique, rock, musique douce. Et la musique est travaillée par un petit système qui ralentit son rythme et qui le remonte à un niveau inférieur au niveau de départ. Et finalement, 1 à 2 séances de ces 20 minutes ont une capacité de changer le système nerveux sympathique, c'est-à-dire celui qui règle nos vaisseaux, nos micro-circulations. Et donc là, ce médecin qui a commencé chez nous il y a 15 ans a validé à l'international, avec des revues extraordinaires, une technique validée de neuromodulation par la musique. Donc, on peut en effet faire cette application, choisir ses morceaux. Alors il devient célèbre, ce garçon, mais j'avoue qu'honnêtement, c'est la première application qui a été validée par l'ANSM, c'est-à-dire le comité officiel de validation des médicaments et des pratiques. Et la première publication est tellement importante et tellement fournie en preuves que la ANSM a validé scientifiquement. Donc peut-être bientôt on pourra rembourser ces séances de musicothérapie. Sylvie ? Oui, en fait, il me semble que la musique, déjà d'emblée, dans la mesure où elle permet de libérer de la dopamine, qui est aussi libérée en cas de douleur, justement, pour aller calmer la douleur. Déjà, de la musique toute simple, même sans technique de neuromodulation, ça permet d'atténuer la douleur. Absolument. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez avant, je crois qu'il a été montré aussi que si votre médecin a de l'empathie pour votre douleur, ça agit déjà comme un antidouleur, et probablement le fait aussi de pouvoir exprimer sa douleur, de la raconter, de la visualiser, ça permet de mieux la contrôler parce qu'on se l'approprie et du coup, on peut, en
en quelques mots, avoir la main dessus, en fait. On peut Absolument. plus facilement la contrôler et la limiter. Retrouver du pouvoir sur soi. Exactement. c'est sûr. Ouais. J'aimerais vous parler d'une autre médecine douce dont j'ai beaucoup entendu parler dans mon entourage. Elle est défendue par de plus en plus d'ostéopathes et de chiropracteurs. C'est le régime sénialé, selon lequel notre alimentation a un impact direct sur notre mal de dos. Ça paraît assez paradoxal. Alors, parmi ces adeptes, il y a l'ostéo et le micronutritionniste Jean-Pierre Marguerite, qui est l'auteur du livre « Le mal de dos est dans l'assiette » et c'est le best-seller de la rentrée. Alors, j'ai un petit peu travaillé le sujet. Selon lui, en cas de problème digestif très glamour, comme ballonnement, constipation, etc., l'aorte abdominale, qui irrigue tous les muscles et les organes du ventre, est comprimée. Conséquence de cette perte de flux sanguin, les tissus musculaires se contractent, ceux du ventre étant reliés à ceux du dos, ça entraîne des contractions et des douleurs dorsales. Et si en amont, vous adaptez votre alimentation pour éviter les problèmes gastriques, eh bien vous évitez certains maux de dos. Alors quel est le régime à suivre? Pour le savoir, notre journaliste Marianne Moin est allée prendre un petit déjeuner continental avec Jean-Pierre Marguerite. Nous avons présenté à Jean-Pierre Marguerite les produits d'un petit déjeuner classique avec peut-être un peu d'avance sur l'apéro. De prime abord, tout va bien. Parmi les aliments que je vois, il n'y a rien en fait de mauvais. Tout est bon. Le problème, c'est les associations. Et en effet, au menu de mon petit-déj, un café suivi d'un fromage blanc. Et là, vous êtes au four. Très bien. Donc votre fromage blanc et votre café du matin, c'est du café au lait. Et qu'est-ce qui se passe? La caséine coagule et elle est complètement indigeste. Vous inhibez toutes vos fonctions digestives. Résultat, mon ventre enfle et par ricochet, mon dos en pâtit. Du coup, le café au lait, on oublie. Mais est-ce que je peux pour autant prendre mon fromage blanc avec mes tartines? Tant que le lait n'a pas fermenté en fromage, il contient de l'acide lactique. Et vous me dites derrière, je prends une petite biscotte ou une cracotte, qui est du céréal. Quand vous associez de l'acide lactique avec des céréales, ça fait des fermentations lactiques. Alors en plus d'émissions de digestion, vous êtes ballonné. Mais alors, quelles sont les bonnes associations du parfait petit déjeuner? Le bon petit déjeuner, c'est un café ou un thé léger, un œuf à la coque, c'est mieux que l'œuf dur, il n'y a pas de cholestérol, un pamplemousse, du pain et du bon beurre salé breton. Je suis breton. Ouais, donc ça, c'est pour le petit-déj. Autre plat interdit que vous pouvez découvrir dans le livre de JP, c'est la bruschetta. Alors pourquoi interdire la bruschetta? Parce que le pain et la tomate font pas bon ménage. L'acidité de la tomate fait fermenter le pain. Du coup, ça provoque des ballonnements. Ça tire sur les muscles du ventre. Par répercussion, ça tire sur ceux du dos. Patrick, ça, c'est le truc à la mode en ce moment. Est-ce qu'il y a des études qui étayent tout ça? Est-ce qu'on peut croire à ce qui est dit? Enfin, il faut qu'on fasse le point. À titre personnel, moi, je suis un peu dubitatif qu'on ne peut pas donner de recommandations générales à partir de cas très particuliers. Alors peut-être que chez ce monsieur, la bruschetta lui fait mal. Ou bon. Vous êtes peut-être ballonné, JP, avec la bruschetta. Mais en revanche, voilà, il n'y a pas d'études internationales, scientifiques qui valident ce genre de propos. Ce qu'on peut dire, ce qu'on a compris, c'est que toute la tranche de corps qui est entre le dos et le ventre, il y a une synergie des irritations. On peut être irrité du dos et mal digéré. Mal digéré et déclencher une douleur du dos. Ça, on est sûr que c'est associé souvent. Dans ce qu'il a dit, à la fin, l'intéressant, c'est le pain et l'œuf. Finalement, je dis souvent aux patients que le déjeuner français n'est pas très bon. Oui. On a tout juste, sauf le petit déjeuner, parce qu'il n'est que sucré. Là, la première fois qu'il a montré le plat, c'est 10 à 15 morceaux de sucre, ça. Si on mange ça, c'est 15 morceaux de sucre. L'insuline va brûler le sucre en demi-heure. Ce qui est vrai, en revanche, docteur Gignet, c'est que l'inflammation chronique du microbiote intestinal peut avoir des répercussions sur les douleurs chroniques et notamment sur le mal de dos. Oui, mais elle s'associe justement. Inflammation du dos plus inflammation du côlon donne plus de douleur. Et parfois, le cerveau se trompe. Il croit que c'est le ventre alors que c'est le dos et vice-versa. En tout cas, les deux sont négatifs pour ça. Donc, il faut aussi avoir une vision globale de sa santé, de sa diététique. Donc, l'alimentation, ce que vous dites, c'est que l'alimentation a peut-être des conséquences sur les maux de dos, mais que chaque cas est unique. On ne peut pas tirer des conclusions générales. Il y a un principe quand même. Il faudrait avoir un peu plus de sucre lent ou de protéines le matin, comme les Anglais, qui ont tout faux sur la diététique, sauf le petit déjeuner. Sylvie ? Moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler vraiment comme ça du régime idéal pour le dos. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des douleurs projetées. Et comme vous le disiez,
disiez, on peut avoir un problème intestinal et ressentir la douleur dans le dos. Et d'ailleurs, les femmes savent bien que quand elles ont leurs règles, elles ont mal en bas du dos parce que c'est la même structure musculaire. Quand on accouche, surtout quand on a les contractions de l'utérus, on a tellement mal aux reins. Alors, quand on voit toutes les médecines dites complémentaires qui nous permettent d'endiguer ce fichu mal de dos, j'avais envie de vous poser la question, Patrick Giniès, la question, regardez-moi les yeux dans les yeux. Mal de dos, un jour, mal de dos, toujours. Aïe, 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 aïe. Oh là là, je demande. Mal de dos, toujours. Non, mais c'est vrai que quand on rentre dans la douleur chronique, c'est plus facile de rentrer dans la douleur chronique que d'en sortir. Pourquoi ? Le cerveau s'habitue à la douleur? Le cerveau s'habitue, les systèmes sont imprimés comme le code secret de la carte bleue. Et donc, je dirais qu'il y a un espoir. Il ne faut pas négativer les choses, mais je crois qu'il faudrait d'abord qu'il y ait des conseils du médecin généraliste et les écouter. Parce que quand on va directement au spécialiste, on annule toute la variété des explications qu'on vient d'évoquer. Donc le généraliste sait tout ça. Donc faites-lui confiance. Et même les infirmières. Et le kiné aussi. Parce qu'eux savent. Oui, parce qu'attention, là, ils vont regarder avec son regard numéro 16, monsieur Clavicule. Non, mais plutôt que d'aller chercher des choses un peu ésotériques, demander des conseils à ceux qui sont des professionnels qui ont l'habitude de travailler. Je crois que c'est ça l'essentiel pour ne pas être ce qu'on appelle iatrogène. Parce que nous, au centre antidoleur... Iatrogène ? Iatrogène, ça veut dire les conséquences négatives de thérapeutiques inefficaces, mais graves. Donc des opérations du dos, de hernie discale, il y a 20 ans, on en a fait 8 sur 10 pour rien, de trop. Certaines infiltrations répétées sont néfastes aussi. Donc ce n'est pas qu'elles sont négatives, mais c'est l'indication qui est difficile. Mais les gens sont tellement demandeurs que le médecin qui est neurologue, radiologue ou rhumatologue dit « je vais infiltrer puisque c'est ce que je sais faire ». Et ça, c'est compliqué, de dire non à un patient, parce que cette technique est plus dangereuse sur le long terme qu'efficace à court terme. Ça faisait 3 mois que j'étais alité que je ne pouvais pas bouger aussi. Alors voilà, les hyperalgiques... J'avais essayé tout. C'est vrai, les hyperalgiques ou les paralysantes, quand la sciatique a aggravé la douleur du dos jusqu'à une sciatique, il faut parfois le faire. Mais il faut poser la question, pourquoi votre sensibilité neurologique a été jusqu'à une extrême douleur? Je douillais. Vous êtes écorché vif, peut-être, d'autres choses. Oui, mais il est insensible. Non, mais c'est un hypersensible, c'est sûr. Aussi, Ali, tout de suite, on va accueillir une star. Je vous le dis tout de suite, c'est une femme pour laquelle j'ai eu un coup de cœur il y a déjà bien longtemps. Elle était venue parler de Périnée sur le plateau de la Maison des Maternelles. C'est une femme formidable. Elle fait du yoga du dos. On va l'accueillir tout de suite. Elle va nous donner plein d'exercices pratiques. Je suis en train de travailler mon périnée là. Ah bah oui. Bonjour Bernadette de Gasquet, vous êtes médecin et professeur de yoga. Vous avez d'ailleurs coécrit avec le judoka, notre grand judoka national, Teddy Riner, la puissance insoupçonnée du gainage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes très complices tous les deux. Regardez. Pour tenir des gainages, on a besoin d'avoir des doigts solides. C'est les doigts qui travaillent très fort, comme des griffes, un chat qui fait ses griffes sur le tapis et qui s'étire. Alors Bernadette de Gasquet, de quelle façon le gainage peut-il soulager le mal de dos? Bon, dans le gainage, on a à la fois de l'étirement et quelque chose comme une sorte d'emmaillotage, de contention qui va soulager les articulations. On ne va pas faire porter à l'articulation. Et c'est pour ça qu'on peut tout gainer, les doigts, les coudes, les poignets, les épaules, au lieu de subir le poids sur les articulations. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement, nous apprendre un gainage qui serait parfait, qui serait simple à faire chez soi? Un exercice tout simple, quoi. Alors, le plus simple, c'est le gainage assis. Ah bah allons-y, alors montrez-nous. Parce qu'on sait que malheureusement, la posture assise, c'est un pourvoyeur de grands problèmes. Alors, assis, on peut être assis comme ça. C'est l'idée de pousser à la fois vers le bas et vers le haut. Donc, si je pousse sur les deux, ma colonne s'allonge. Mais pour faire ça contre la gravité, j'ai besoin de mes muscles du dos. Donc, faites-le, poussez les fesses, poussez la tête, pas un petit fil qui me tire. Je pousse comme si j'avais quelque chose de lourd. On contracte vraiment le dos, hein. Enfin, les muscles du dos. Touchez votre dos maintenant, touchez votre dos, il est gainé. Du marbre. Du coup, le ventre aussi, parce que ça marche ensemble. Mais si on est sur un truc où on ne respire pas, pour
pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Alors, je vais juste... Elle va regarder, j'ai fait une erreur, là. Petite démo. Donc, 4 pattes. OK, on prend des distances. Fesses sur talon. Non, on prend des distances. Fesses sur talon, on va loin devant. On monte à 4 pattes. Stop, là, il ne faut pas aller plus loin. Et là, il faut mettre le dos comme si on était couché par terre, tout aligné. On rentre un peu les fesses. Ça, c'est le périnée qui fait... Pas trop, c'est rond maintenant. Non, c'est trop rond. Il faut être là, là. Arrêtez de me taper, Bernadette. Et puis, on rentre le menton, on pousse sur la tête. Comme vous étiez assis, tout le plus droit possible. Chacun avec ses creux, ses bosses. Personne n'a un dos plat. On pousse là, excuse-moi, et on pousse là, les deux. D'accord. Comme si je voulais la plier en deux. Mais c'est pas possible, elle est solide là. Ah bah oui, là, je suis solide. Oui, elle est solide, je vais vous le montrer. Elle est solide. Bernadette, je suis pas un banc, quoi. Enfin, je veux dire, c'est gênant. Vous dites aussi que les assouplissements peuvent prévenir et soulager le mal de dos. Qu'est-ce qu'on peut faire alors justement pour travailler un peu cette souplesse? Peut-être, pour aller vite, proposer un enchaînement de plusieurs postures. Donc, si on part sur cette posture de l'enfant, on passe dans ce qu'on appelle le chien tête en haut, ou qui pourrait être un cobra. Il faut le faire correctement. On écarte, on descend et on monte la poitrine. Là, il faut contracter les fesses, non? C'est ce qu'on m'avait dit pour faire le chien. Il faut descendre le pubis vers le sol en tirant sur le périnée. Il ne faut pas casser la nuque. Il ne faut pas casser la nuque. Voilà. C'est moi qui me fais engueuler, là. J'ai jamais vu un cobra la tête en arrière. C'est dur à tenir. Elle me tape, elle s'assoit sur moi, elle m'engueule. Retournez les orteils et on passe dans la contre-posture. Et là, ça travaille beaucoup le haut du dos. On pousse sur les bras, c'est très gainé. Et ça travaille toute la chaîne postérieure. Bon, alors là c'est ni rond ni creux. C'est ni fait ni à faire. Il faut tirer. Là. Ok, je fais quoi? Il faut rentrer les fesses, tirer sur les talons. Il ne faut pas descendre. Non. Je comprends pas. Il faut tirer les talons. Ouais. Il y a un problème. Mais vous me faites mal. Il y a un problème de QI, Bernadette, c'est ça aussi. Ça, c'est lâché, c'est relâché ici. Et vous pouvez vous asseoir sur Stan ou pas? Essayez, je suis prêt. Non, ça tient pas. Non, ça tient pas. C'est humiliant. De là, donc par exemple, de là, on peut pas s'asseoir sur les bras. À la fois, ça étire humiliant, hein. et ça muscle. Ça fait et ça mal. tire toute la chaîne postérieure. On tire les talons vers le sol. Si on n'est pas assez souple, il faut plier les genoux. Il faut plier les genoux, mais pas le dos. Merci beaucoup, docteur très vite. Bernadette de Gasquet. Merci Bernadette de Gasquet. Je rappelle le titre de votre livre, La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner. Et c'est disponible aux éditions Marabout, ainsi que votre livre Pour en finir avec le mal de dos aux éditions Albin Michel. À très bientôt. Alors Agathe, je crois que vous n'en avez pas fini avec le mal de dos. C'est l'heure de votre idée reçue. Eh oui. Moi, je vais vous dire quelque chose, je suis obligée de dormir avec ça, moi. Ah bon? Oui. Non, c'est vrai? Et je fais du bruxisme, vous savez, c'est les dents qui grincent, comme ça. Alors, c'est pas le truc le plus glamour du monde, je vais vous montrer. Alors, les miennes sont chez moi, je vous montre, mais elles sont adaptées à mes dents. Hein, voilà. Aucun sur moi. Vous voulez savoir, vous avez un lien entre le problème de mâchoire Elle veut savoir s'il y a un lien entre les mâchoires Il y a un lien. et le mal de dos. Bon, de toute façon, toutes les réponses, c'est avec notre journaliste Marianne Moin qui allait rencontrer le dentiste Richard Vanderleit. Docteur Vanderleit, bonjour. Bonjour. Je voulais vous voir aujourd'hui pour comprendre les liens éventuels qu'il y avait entre nos dents et notre dos. Alors, effectivement, certains problèmes de dos peuvent venir des dents et notamment des problèmes d'occlusion dentaire. L'occlusion dentaire, c'est la façon dont s'engrènent les dents du haut avec les dents du bas. Et ces dents, elles sont reliées en fait par une articulation qui est juste ici en avant des oreilles. Si on a un problème au niveau de cette articulation-là, le corps va essayer de déplacer des petites choses ailleurs, dans le cou ou les épaules, pour essayer de compenser le problème au niveau articulaire.
Il m'a expliqué qu'en cas de mauvaise occlusion, c'est-à-dire d'un mauvais emboîtement des dents du haut avec celles du bas, différentes solutions existent. Ça peut aller des prothèses à la chirurgie, en passant par un appareil dentaire ou par des consultations kiné et ostéo. Autre problème, grincer ou serrer des dents peut aussi provoquer des douleurs dorsales. Ça a d'ailleurs un nom, le bruxisme. Ce qu'on appelle le bruxisme, très souvent c'est plutôt la nuit, c'est complètement inconscient et on voit que les gens ont des dents très usées, les articulations sont surutilisées, les ligaments aussi, et ça peut entraîner, pareil, par cascade, des problèmes au niveau du dos. La solution de première intention, c'est le port d'une petite gouttière. Dans, on va dire, 80% des cas, ça résout déjà une bonne partie du problème. Et pour finir, Dr Van der Vliet vous donne une solution toute bête si vous grincez des dents en journée. Si on en a conscience, si on se rend compte qu'en conduisant ou devant son ordinateur, en travaillant, on serre des dents ou on est très crispé, une solution très simple, c'est de placer ses lèvres entre ses dents. Vous n'allez pas serrer très fort parce que vous allez vous faire très mal sinon. Alors Patrick, vous confirmez ce qu'on vient d'entendre? Je vais être obligée de garder ma gouttière toute ma vie pour éviter les maux de dos? Ça peut aider un peu, mais c'est vrai que la mastication et la crispation des mâchoires peut être le reflet en fait de serrer les dents depuis l'enfance souvent. Et c'est vrai que c'est lié à l'oculomotricité et à la plante du pied. C'est-à-dire que ces trois systèmes sont tous projetés sur une partie du cerveau qui permet un équilibre. La palpation des semelles, du pied, donc, l'oculomotricité et la mâchoire. Alors, tout ça est relié. Tout ça est relié, pour l'équilibre et pour le tonus. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, psychologiquement, ont serré les dents depuis l'enfance. Et ça modifie tout le réglage. Elsa, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors est-ce que le mal de dents est lié au mal de dos ou au mal de dos au mal de dents? En tout cas, moi, j'ai l'impression, j'ai tout le temps mal au ventre et tout le temps mal au dos. Et c'est un cercle vicieux depuis des années. Donc, j'ai cette sensation que quand j'ai le ventre enflé, ça me tire dans le dos, j'ai mal dans le dos, j'ai le ventre... Enfin, voilà, c'est sans arrêt. Et je ne savais pas du tout quoi faire jusqu'à ce que je découvre une nouvelle méthode qui explose tout en ce moment sur les réseaux sociaux, qui a été créée par une jeune femme de 27 ans, Anaïs Jasmine. La méthode s'appelle le belly sculpting. Et alors vraiment, on peut oublier les crunchs. On nous a dit pendant des années de faire des exercices comme ça. Alors maintenant, on nous dit que c'est très mauvais. Voilà, Anaïs, elle est là. Et en fait, vraiment, Anaïs, elle nous apprend qu'avec des petits exercices, des petits mouvements ciblés, on peut non seulement se faire du bien dans le ventre, mais aussi se muscler le dos. Je vous demande d'accueillir Anaïs Jasmine sur le plateau. Bonjour. Alors, vous Anaïs. non plus, vous n'avez pas d'intestin. Vous pouvez le dire. Bonjour Anaïs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre méthode? Alors bien sûr, déjà merci de me recevoir. Alors ma méthode, je l'ai créée à partir de deux techniques. Une discipline qui est celle de la méthode Pilates, une technique de renforcement postural, c'est la gymnastique purement douce. Et la technique de respiration empruntée au yoga, le stomach vacuum, connu aussi sous le nom du Naoli Kriya ou de l'Undiana Bandha. Et en fait, l'idée était vraiment de créer du coup une méthode fusion qui repose à la fois sur une technique de respiration et qui se complète par une technique de renforcement abdominal postural avec un focus abdominal qui est celui du coup de la méthode Pilates. Voilà. Et est-ce que, en fait, se muscler le ventre permet justement d'avoir un dos bien solide? Alors oui, absolument. De base, lorsque l'on renforce sa sangle abdominale, on va forcément maintenir davantage le tronc, donc on aura une meilleure posture au niveau du dos. On va vraiment travailler la respiration et vraiment en absorbant le ventre. Donc il y a aussi cette idée d'apnée, de respiration abdominale qui est quand même assez intense. Et on se rend compte très souvent qu'en fait les gens ne savent pas respirer, ce qui va provoquer beaucoup de tension parce que très souvent lorsqu'on est au bureau par exemple et qu'on est en apnée, lorsqu'on a une mauvaise nouvelle par exemple ou qu'on a un coup de stress, on va, c'est ça, on bloque tout va tout crisper et ça va remonter. Et en fait on se rend compte tout simplement que en apprenant simplement à respirer de la bonne façon en inspirant par le nez et en expirant, d'où le principe pur d'une méditation, par exemple, avant d'aller se coucher, on va déjà permettre aux tensions du corps de s'évacuer un petit peu plus. Pardon, mais ce qui est formidable, c'est que ça coûte rien et qu'on n'ingère rien déjà. Donc, et alors, en plus, ça a l'air comme ça, effectivement, quand on regarde, pardon, excusez-moi, c'est vrai que quand on regarde, ça a l'air complètement surprenant et ça fait un peu peur, mais en fait, vous dites qu'on peut toutes et tous faire ça. Le stomach vacuum peut être pratiqué par tout le monde et à tous les âges? Alors, oui.
il y a peut-être une contre-indication qui est celle des femmes enceintes. Voilà, c'est la seule contre-indication. Vous expliquez très bien, parce qu'en fait, ça avait 2 actions magnifiques, c'est la respiration. Il faut vraiment, les gens sont trop bloqués. Et le deuxième aspect, en plus de la respiration, c'est ce qu'on appelle le barattage des viscères, comme pour faire du beurre. Et ça, c'est en fait une kinésithérapie des viscères. Et c'est très important parce que ça fait 2 choses sur le plan physiologique, augmente la vascularisation, notamment pour les endométrioses, pour les congestions du périnée, vascularisation améliorée. Et deuxièmement, ça modifie ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire un système nerveux qui nous gère entièrement, mais qu'on ne connaît pas, on n'a pas de médicaments et on ne le voit pas. Et ça refait une espèce de kinésithérapie du système nerveux viscéral. Donc c'est très intéressant. En fait, c'est des techniques connues, mais qui ont été abandonnées. En 1936, les gynécologues possédaient ces techniques. Et puis la médecine scientifique les a complètement oubliées. On faisait des manipulations de viscères, comme les kinés actuellement, les articulations. Ça a été abandonné parce que la médecine est devenue scientifique, et ça, on ne peut pas le prouver en double aveugle, on ne peut pas le prouver scientifiquement. Mais on sait que c'est quelque chose qui, physiologiquement, est utile. Alors, comme ça vous plaît autant, Anaïs, est-ce que vous pouvez aller sur scène et nous montrer un peu votre méthode? Oui, bien sûr. Ah oui, alors apprenez-nous, parce que moi, masser mon intestin, c'est à peu près mon rêve quotidien. Moi, ce que j'explique très souvent, c'est que pour moi, le stomach vacuum, il y a aussi cette notion de pleine conscience en termes de respiration qui est extrêmement importante et que j'essaie d'inculquer en fait aux femmes. Parce que plus on respire en pleine conscience, plus on arrive à dynamiser un mouvement et à assimiler beaucoup plus un mouvement. Donc, en général, je propose aux femmes, pour commencer, de le faire allonger. Pour la simple et bonne raison que très souvent, les femmes n'y arrivent pas parce qu'elles vont contracter le ventre. Et l'idée ici, c'est de vraiment provoquer une espèce d'aspiration, comme l'aspirateur. Donc, on va juste commencer par abaisser les épaules. Toujours, on va évacuer un petit peu les tensions. Les bras vont être le long du corps pour commencer. Et on va simplement inspirer par le nez pour commencer, en toujours absorbant le nombril. Moi, en tout cas, je ne gonfle pas le ventre. On expire. L'idée est de commencer simplement par poser la respiration. J'inspire une 2e fois. J'expire. Et je vais essayer de conserver un bassin qui soit le plus neutre possible, d'ancrer mes lombaires au maximum dans le tapis. Et lorsque je suis prête, j'inspire, j'expire et là... Vous bloquez, en fait, bloquez la respiration. Absolument, je vais venir bloquer la respiration. C'est aussi ce qu'on appelle la fausse inspiration thoracique. Donc je vais être en apnée. Sauf que moi, dans cette posture-là, je n'arrive pas à effectuer le massage qui va justement permettre la dynamisation en fait, des viscères et la stimulation des organes. Je vais maintenant du coup me relever et vous montrer à genoux. Donc on se retrouve à genoux. Donc on pense toujours bien à bien abaisser les épaules. Toujours, on évite les tensions. Et on va commencer par inspirer. Moi, toujours, je pense à absorber le nombril, à déjà, de base, me gainer dans la posture, à m'auto-grandir, à penser à m'allonger. J'absorbe le nombril, j'expire. Je conserve vraiment un ventre extrêmement gainé. Mon périnée, je l'engage. Je bloque et j'absorbe. Et là, vous allez masser. Voilà. Impressionnant. Là, vous êtes en apnée. Hein. Et ça fait pas mal? Non. Est-ce que ça fait mal? Pas du tout. Non, ça fait pas mal. Ça peut, moi, ça m'est arrivé que ça me fasse mal. Par exemple, lorsque je mange des produits à base de blé, à base de gluten, lorsque j'ai fait une folie, c'est tout simplement parce que du coup, mon côlon, je sens qu'il est hyper irrité et que vraiment, ça va venir décongestionner le côlon. Donc très souvent, on peut ressentir une espèce de gêne, un peu qui tire en bas du ventre, mais c'est le côlon qui travaille. Et très souvent, ça vous emmène à la selle, en fait. Donc il y a vraiment cette idée de venir restimuler le transit et de réaméliorer vraiment sa posture de base, toujours en gainant. Mais Anaïs, vous dites toujours les femmes ou les filles, c'est Et aussi les pour hommes. les hommes. Hein. Et les hommes. Peuvent Absolument. le faire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la base, donc c'est une méthode qui a été créée par les yogis, donc il y a des millénaires, il y a extrêmement longtemps, mais ça a été repris par les hommes, notamment lors des années de l'ascension, lors de l'ascension en fait des bodybuilders et des culturistes. Dans les années c'est 50, vraiment 40-50. exactement. C'est vraiment une année en fait où les hommes se sont mis à beaucoup pratiquer parce qu'il y avait vraiment cette volonté de vouloir obtenir une taille extrêmement fine, un transverse très renforcé. Et j'ai l'image de Schwarzenegger Mais oui, en c'est vraiment tête. qui pratique en fait
assis comme ça, sa fameuse posture où il est vraiment... Vous le faites bien. Ouais, bah ouais. Anaïs, venez C'est passionnant, nous hein, rejoindre. franchement. Merci Moi, je vais m'y beaucoup, mettre. Anaïs. Ah ouais, moi aussi, beaucoup. franchement, Venez nous merci. rejoindre. Merci beaucoup Anaïs. On continuera à vous suivre sur vos réseaux sociaux. Et merci également à Monsieur Clavicule et au docteur Patrick Giniès. Un dernier petit conseil peut-être ? Renforcez-vous, il faut absolument charger son dos. C'est en chargeant son dos, en limitant des contraintes qu'on le renforce. Et c'est très important de le mettre en mouvement. Sylvie ? Peut-être, moi j'ai un petit biais vers les processus cognitifs, donc essayer de prendre de la distance par rapport à la mémoire de nos douleurs, à nos douleurs passées, essayer de les apprivoiser, essayer de prendre du recul, de les contenir, voilà, d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser comme ressource cérébrale pour lutter contre la douleur. Soyez un peu égoïste, cherchez le plaisir. C'est beau. C'est ce que je vais retenir de cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à toute l'équipe et merci à vous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, on va vous retrouver comme chaque semaine, tous les matins à 10h05 pour votre émission sur France Inter. Grand bien vous fasse. Merci Agathe, on vous retrouve dans la Maison des Maternelles tous les jours à 9h30 sur France 2. Et quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, même chaîne. Et ici, vous avez remarqué, on se fait du bien. Voilà. Bon à la week-end. semaine prochaine. Salut.